Être et savoir. Espace. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Votre émission, deuxième et dernier numéro de la semaine, Être et savoir. Toujours avec la même équipe, monsieur Vali Konaté. Bonsoir. Bonsoir. Le micro, monsieur Vali. Vous allez bien? Oui, je gère bien le micro. Vous allez bien, monsieur Vali? Je vais très bien. Parce que je vous ai senti fatigué à monter à l'escalier. Ça arrive souvent. Ça va? Les congés, ça vous êtes pas reposé? Moi, je me suis reposé contrairement à Cheikh et Alpha. À Cheikh, ça va. Néné Aya Doumbouya. Elle nous rejoint, l'équipe, la voix féminine de l'émission. Néné Aya, bonsoir. Le micro, Néné Aya. Bonsoir, monsieur Kondé. Voilà, vous allez vous y habituer. Hein? Approchez-vous du micro et essayez de parler. Bonsoir, Néné Aya. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait quoi de rejoindre une équipe de, je vais dire, bon, d'accord, je reviendrai, je vous parle. Monsieur Jacques, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Alpha, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et il était très, très attendu, notre invité du jour. Vous allez le découvrir tout à l'heure, mais monsieur Vali, on va aller directement sur des sujets. On va décrypter d'abord le discours du PM. Du PM à l'hémicycle, effectivement. Oui. Comme on dit souvent, il n'est pas faux de dire que la volonté de développement d'une nation se mesure à l'aune des efforts consentis en faveur de l'éducation. Oui. Aussi, les moyens humains et financiers consacrés à cet effet peuvent être déterminants dans la qualification du système éducatif. Et pour répondre à ce besoin impérieux, le Premier ministre, hier à l'hémicycle, a annoncé un certain nombre de pistes. L'augmentation du budget de l'éducation à 20% et qu'on appelle ça une prime, disons, de renforcement affichée pour l'éducation fondamentale. Alors, ce qui amène à se poser un certain nombre de questions. Quelle analyse faut-il faire de ces annonces du Premier ministre? Et ensuite, faut-il en déduire qu'il y aura un nouveau pilotage du système éducatif en Guinée? Et pour terminer, faut-il affirmer que le Premier ministre méprise quelque part l'enseignement supérieur? Parce que j'ai entendu ce discours un peu sur les réseaux sociaux. Nous allons discuter, nous allons écouter ses extraits et chacun va donner son point de vue là-dessus. On a dit très cela. Qu'est-ce qu'a dit ou qu'est-ce qu'a essayé de dire le Premier ministre? Sinon, sur le deuxième sujet, nous avons notre invité avec nous. Finalement, aujourd'hui, le professeur Oularé accepte de venir. Effectivement, monsieur professeur Oularé, secrétaire exécutif de l'ANAQ. ANAQ, il faut entendre par Autorité nationale qualité, assurance qualité. Donc, professeur Oularé est avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup débattu des résultats que l'ANAQ a donnés par rapport à l'accréditation des programmes universitaires et dans l'enseignement supérieur. Et je pense qu'il est la personne la mieux placée pour répondre à un certain nombre de questions. Et il est avec nous. Nous allons lui poser des questions pour tenter de savoir tout ça. C'est dans Être et savoir. Si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, l'émission va démarrer juste après cette transition. Être et savoir. Alors, on va commencer par ce discours du Premier ministre. Monsieur Alpha, vous l'avez écouté, le Premier ministre, hier? Oui. Le point sur le secteur. Globalement, qu'est-ce que vous avez... Je parle bien sûr de l'éducation, pas de tout ce qu'il a dit pendant une heure de temps, mais c'est en ce qui concerne l'éducation. Qu'est-ce que vous avez compris? Je pense que monsieur le Premier ministre a fait de très bonnes annonces. Oui. Et je pense qu'il faut aller dans le sens positif de la chose. D'accord. Parce que... améliorer réellement les conditions de travail au niveau de l'enseignement fondamental, c'est une priorité. Et cette priorité-là, nous ne devons pas la laisser de côté parce que les gens qui sont à la base souffrent beaucoup, surtout ceux qui évoluent au niveau de l'enseignement fondamental, notamment au niveau du primaire. C'est des enseignants, vraiment, il faut essayer de rehausser réellement la situation de ces enseignants. Mais le problème, c'est comme si c'était maintenant qu'on s'était rendu compte non, c'est pas que l'enseignement fondamental doit être une priorité. Mais c'est l'enseignement fondamental depuis tout le temps. Mais moi, je pense bien que si ils ont décidé maintenant de rehausser réellement le budget de l'éducation, notamment au niveau de l'éducation nationale. On va parler de ce budget parce que vous voyez les annonces sur les 20% par exemple qui doivent être alloués, les 20% qui doivent être alloués au ministère, enfin, comme budget de l'éducation. Moi, les annonces, ça fait longtemps que je ne les prends, je prends avec des pincettes. Pourquoi? Parce que réellement, on peut annoncer 20% et même s'il y a 20% effectivement, la part de l'éducation au sein du budget, c'est 20%. Il faut reconnaître que parfois les 20% ne vont pas au sein de l'éducation, ne financent pas les projets de l'éducation. Ça, c'est notre question. Voilà. Voilà. On va écouter d'abord le Premier ministre pour avoir une idée de ce qu'il a dit et on revient juste après. Être et savoir. Espace. Il nous faut investir dans la formation des formateurs, entreprendre la réalisation des infrastructures et des équipements éducatifs et revisiter, pour les améliorer, les programmes de formation à tous les niveaux. La mise en œuvre des actions à entreprendre sur ces différents chantiers de réforme
permettra d'améliorer la quantité et la qualité de l'offre éducative et d'équilibrer la carte scolaire. C'est une priorité absolue de garantir à tous nos enfants l'accès à une éducation préscolaire, primaire et secondaire. Dans la réforme du système éducatif, un accent particulier sera mis sur la formation technique professionnelle pour une meilleure adéquation entre l'apprentissage des métiers et les besoins en termes d'emploi. Je souhaiterais rappeler que conformément à ma lettre de cadrage pour le budget 2021, des crédits alloués au secteur éducatif ont augmenté de 20%. À moyen terme, c'est-à-dire sur la période du PNDS 2, l'objectif est de garantir 20% du budget national à l'éducation. Être et savoir. Espace. Alors, M. Valli, on vient d'écouter le Premier ministre. On a entendu, je le disais tout à l'heure là, c'est comme si c'est maintenant qu'on se rend compte que l'éducation fondamentale, l'enseignement fondamental doit être une priorité. Est-ce qu'il a raison de prioriser l'enseignement fondamental en ce moment-là? Je dirais comme certains analystes que on dit système éducatif. Et qui dit système suppose que c'est une structure, c'est une suite. C'est un élément qui est composé, qui a plusieurs composantes. Alors, lorsque le Premier ministre annonce aujourd'hui et hier, disons qu'il faut prioriser l'enseignement fondamental sur les autres strates de la formation, on dit quelque part que c'est déséquilibré en termes de stratégie. D'accord. C'est vrai que l'enseignement fondamental permet aux apprenants d'avoir les bases qui leur permettront demain de pouvoir acquérir les connaissances utiles au secondaire et au supérieur ou éventuellement dans l'enseignement technique. Mais pour nous, si la thérapie annoncée par le Premier ministre ne devait s'appliquer qu'à l'enseignement fondamental, je pense qu'on sacrifie quelque part tout le wagon, qu'on appelle ça, restant de notre système de formation. L'enseignement supérieur notamment. Supérieur et technique. Et l'enseignement technique. Mais il a parlé aussi de l'enseignement technique, monsieur. En fait, Mohamed Ali, ce que moi je déplore, c'est que c'est maintenant, en 2020. C'est la question qu'il en pose. C'est maintenant qu'on se rend compte que l'enseignement est sous perfusion. C'est maintenant qu'on se rend compte que l'éducation est à l'agonie. Bon, on va dire mieux vaut tard que jamais. Mais le financement dont on parle, il faut que ça jaillisse directement sur le niveau de vie des enseignants. Parce que souvent, c'est ce qui se passe chez nous. On parle de budget, mais l'enseignant X... Comment vous pouvez vous soucier du budget des enseignants, M. Cheikh Kamouta? En fait, c'est ça le problème. À ce niveau où on parle de valoriser l'enseignement fondamental, il y a quand même qu'il n'y a aucune école préscolaire, comme ça on les appelle, où il n'y a aucune école préscolaire publique existante aujourd'hui. Et pourtant, le Premier ministre, il en a parlé, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Quand est-ce qu'on va construire des infrastructures? Mohamed Ali, le problème se situe, construire des infrastructures, il n'y a pas d'enseignants. La dernière fois, on a appelé Tougué, je pense. Il y a des enseignants qui manquent. Mais le problème, ce n'est pas de construire des écoles. D'accord, on va construire des écoles, mais il y a des écoles qui sont là, il n'y a pas d'enseignants. Il nous manque combien d'enseignants? Qu'est-ce qu'on fait de la formation des enseignants? En fait, les enseignants qui sont là, les gens qui démissionnent parce que leur niveau de vie, ça ne va pas. C'est tout un système qui est en péril. D'accord. Donc, ce n'est pas un problème c'est pas un problème de 20%, de 40%, de 50%. C'est un problème de rehausser le niveau de vie des gens, essayer de créer les conditions pour que les gens puissent enseigner les enfants dans des conditions pérennes. Est-ce que vous croyez à ce discours qu'a prononcé le Premier ministre hier? Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, on va bien. Bon, d'après le discours du Premier ministre hier, je dirais mieux vaut tard que jamais. Le micro. Avoir une prise de conscience aujourd'hui, mieux et plus, comment dirais-je, est plus responsable que de laisser passer. C'est vrai que des générations passées ont perdu, mais sont de voir les générations futures. Je ne crois pas qu'il s'agit de sacrifier ceux qui sont là à l'instant, mais essayons de voir ceux qui viendront après. Pour tuer une nation, il ne s'agit pas d'amener une bombe atomique pour faire exploser un État. Mais il faut quand même détruire le système éducatif. D'accord, mais surtout qu'il faudrait que les discours quittent maintenant les papiers, les écritures. Maintenant, ce qu'on veut, qu'il y ait du concret. Pas sur papier ou sur les dits. Le Guinéen a tant entendu, il a tant écouté. Maintenant, il a besoin de quelque chose de concret sur la table. Vous y croyez, vous, discours du Premier ministre?
Il ne s'agit pas de croire ou de croire. Depuis mon enfance, j'entends que ça va aller en Guinée. Mais jusqu'à présent, rien ne va. D'accord. Surtout dans le domaine éducatif. Vu que si je me permets de dire, mon père était enseignant durant toute sa vie. D'accord. Mais il me disait toujours, l'enseignement n'est pas chose facile, mais il faut accompagner les enseignants pour qu'ils puissent donner quelque chose à l'avenir. D'accord. Le Premier ministre dit qu'il faudrait prioriser l'enseignement fondamental au détriment de l'enseignement supérieur. Il a dit dans un deuxième extrait que nous allons écouter juste après cette transition. Être et savoir. Espace. Que l'enseignement supérieur est certes important. Il est certes une priorité, mais ce n'est pas la priorité. La priorité des priorités demeure l'enseignement de base. Nous considérons que c'est une honte pour la République qu'aujourd'hui, 100 Guinéens qui naissent, 65% seulement peuvent entrer à l'école parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas de maître d'école, parce que nos gouvernants, on ne s'en est pas occupé sérieusement. C'est la raison pour laquelle tous les efforts en termes de réorientation des crédits budgétaires, tous les efforts seront orientés principalement pour l'éducation de base, pour qu'au terme du PNDS 2, nous puissions arriver au moins à 90% de la couverture scolaire. C'est cela l'objectif que nous assigne le président de la République. Nous avons restructuré les budgets des systèmes éducatifs. Un travail important a été fait au niveau de l'enseignement supérieur par le ministre sortant, Baldé, qui était l'un de mes meilleurs ministres. Je regrette son départ. Il a fait un travail important. Et la discorde entre nous aura été les économies réalisées dans le secteur. Je lui ai dit, ces économies ne resteront pas entièrement à l'enseignement supérieur parce que la priorité nationale, c'est l'éducation de base pour que la Guinée améliore son taux de scolarité global. Être et savoir. Espace. Alors, Michel Fan, on a écouté le Premier ministre. Il est clair, on ne peut pas être plus clair que ce qu'il vient de dire. Il est très clair. Toutes les ressources vont être principalement consacrées à l'enseignement de base. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura plus d'une nouvelle université, il n'y aura plus d'infrastructure universitaire. Une nouvelle infrastructure universitaire. Non, il a précisé, oui. Certes, l'enseignement supérieur est une priorité, oui. Mais ce n'est pas sa priorité. Mais ce n'est pas sa priorité. Vous ne pouvez pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il a dit que ce n'est pas sa priorité. Voilà. Mais moi, je pense bien qu'il faut bien analyser ce discours dans un sens bien spécifique. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des enfants qui évoluent dans les écoles. Au niveau de l'école primaire, au niveau... Tout de suite, on vient de parler de préscolaire. Il n'y a pas d'école préscolaire en Guinée au niveau public. Deuxièmement... On est d'accord, mais la question, c'est est-ce que parce qu'on doit s'occuper de l'enseignement de base, on doit laisser l'enseignement supérieur? Non, ce n'est pas parce qu'on va laisser l'enseignement supérieur. Mais moi, je pense bien que... C'est-à-dire, toutes sont aussi la base, elle est solide. Oui. Moi, je pense bien que ça pourra marcher. Donc, il ne faut pas construire de nouvelles universités, par exemple. Non, on n'a pas dit qu'on ne dira pas qu'on ne construit pas de nouvelles universités. Mais ce qui est sûr et net, on en a beaucoup fait, mais je pense bien qu'il faut faire face réellement à cette situation au niveau de l'enseignement de base. J'en sais ce que je suis en train de dire, parce qu'on a beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis très d'accord avec lui. Et vous, M. Cheikh? Voilà. Bon, moi, je ne suis pas trop d'accord parce que l'enseignement, c'est une chaîne. C'est un système. C'est un système. Il ne faut pas qu'il y ait de failles. Donc, ça ne sert à rien que de consolider la base et que ça s'effrite en haut. Donc, il faut que ça soit transversal. Il faut que ça soit logique de la base jusqu'au sommet. Donc, je pense qu'ils doivent redistribuer les ressources alliées à l'éducation pour booster le tout. En même temps. Le tout. Mais donner une priorité à l'enseignement de base, je suis d'accord. Mais ne pas délaisser pour autant l'enseignement préuniversitaire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va délaisser l'enseignement supérieur quand il dit que ce n'est pas sa priorité?
Bon, peut-être il corrige un peu. C'est une priorité, mais ce n'est pas ma priorité. Voilà, c'est ça. Il faut que nous soyons... C'est lui qui dirige la politique générale du gouvernement, M. Cheikh. Non, il faut qu'on soit honnête. Voilà. Je ne vais pas lancer la pierre à quelqu'un lorsque moi j'ai écouté le discours. Mais je reste convaincu que c'est une chaîne, comme on l'a dit. On ne peut pas intervenir sur un secteur et laisser l'autre secteur. Je vais vous lire Quand il dit que c'est une priorité, mais ce n'est pas ma priorité, ça veut dire quoi pour vous, M. Ce n'est pas ma priorité. Vous savez, en fait, pour moi, c'est... Vous m'excusez, hein, c'est un peu du gros blabla que nous avons l'habitude d'entendre. Hein. Chaque année, on nous dit, si vous voulez former des élèves, formez à la base. Ça fait combien d'années qu'on dit qu'il faut former les enfants à la base? D'ailleurs, professeur est là déjà. Le Premier ministre même déjà a évoqué le cas de la réforme de l'éducation. Demain, on va nous parler de réformettes. On a parlé de réformer non seulement tout le système, mais de réformer même les programmes d'enseignement. Oui. L'INRAP, dont nous avons parlé il y a quelques jours, Dieu seul sait ce que l'INRAP apporte à l'enseignement préscolaire. Oui. En plus, lorsque vous lisez le plan décennal 2020-2029, on nous dit que l'enseignement fondamental en Guinée commence par l'école maternelle. Maternelle, oui. Avez-vous vu une seule école maternelle publique construite en République de Guinée? Moi, je ne connais pas personnellement. Hein. Si vous en connaissez, vous pouvez me les montrer. Oui, donc, mais dans son discours, à mon avis, c'est ce qu'il essaye de dire. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des écoles comme cela. Il faudrait s'occuper beaucoup plus de l'école préscolaire, du préscolaire, de l'enseignement de base, donc l'école primaire, du collège, du lycée et de l'école professionnelle. L'enseignement supérieur, peut-être c'est bon comme c'est. Déjà, on y a mis un peu plus de ressources. Et si vous avez écouté son discours, il a félicité, il a fait un clin d'œil à Baldé, qui est un très bon ministre, nous sommes tous d'accord. Mais en même temps, il lui dit, leur divergence, c'était que l'économie que le ministre Baldé a réussi à faire au niveau de l'enseignement supérieur, parce que souvenez-vous de sa réforme avec les universités privées, il avait quand même réussi à faire beaucoup d'économies au niveau de l'enseignement supérieur. Maintenant, la redistribution de cet argent-là est-elle au point de discours entre... Moi, je viens de discours entre les deux. Lui, il pensait qu'il fallait réorienter, je parle du Premier ministre, il pense qu'il fallait réorienter ce fonds-là dans d'autres, enfin, à l'enseignement préuniversitaire et à l'enseignement technique et professionnel, pendant que le ministre Hierro voudrait que ça soit redistribué au sein même de l'enseignement supérieur, dans la formation des enseignants, par exemple, dans l'octroi des bourses à des enseignants, ainsi de suite. Mais peut-être que c'est là où ils ne sont pas tombés d'accord. Il l'a dit. Monsieur Mohamed Ali, pour moi, ce n'est pas une question de budget. C'est une question de gestion du budget. Tout le problème du système, il est là. Oui. On pourra investir à fond perdu dans le système éducatif en Guinée tant que le pilotage ne sera pas assaini. Je vous dis, ce sera de l'argent jeté par la fenêtre. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment investi au sein de l'enseignement supérieur pour ne pas en faire une priorité? Je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas, parce qu'il y a des universités qui ne regorgent pas... Le micro. Il y a des universités qui ne regorgent pas, c'est-à-dire ce qui est demandé sur les standards internationaux. Oui, la preuve, hein. La preuve en est que tu peux aller à Gamal, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de labo, mais est-ce que les laboratoires de Gamal répondent à ceux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire? Ou bien, est-ce que Symphonia répond aux critères demandés comme les autres universités ouest-africaines? Hier, celui de Kindia, il a parlé. Qualité d'infrastructure, manque de laboratoire et plein d'autres matériels. C'est d'ailleurs ce que l'ANAC leur a reproché quelque part et leurs programmes n'ont pas été accrédités. C'est leur justification. Et si eux, ils disent qu'ils débloquent chaque année des budgets qui sont alloués aux universités, alors que les universités ne répondent pas aux normes demandées, alors où se trouvent les budgets là? D'accord. Pour ne pas dire qu'on ne va plus maintenant investir. D'accord. 20% du budget national, c'est donc finalement lui, oui, M. Cheikh. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment les choses se font. Ça fait peut-être combien de promotions de l'ISEC qui sont sorties, combien de promotions qui sont sorties des ENI. Mais les gens qui sortent de l'ISEC et de l'ENI, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Alors qu'ils ont une formation d'enseignants. Maintenant, quand il s'agit de recruter, on fait une demande. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui n'ont pas fait la formation d'enseignement, qui viennent. Maintenant, il ne s'agit pas de créer des écoles, de construire des écoles. Quand vous allez construire des écoles, les enseignants, là, ils vont venir d'où?
et ça va nous ramener au problème récurrent de manque d'enseignants. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des mesures. Investir dans la formation Il faut investir dans la formation des enseignants. Encourager les enseignants, encourager les gens à venir dans l'enseignement. D'accord. Voilà. Monsieur Cheikh, parlant des sortants de l'ISEG et de l'ENI, nous sommes tous d'accord que si on devait recruter au sein de qu'on appelle ça au compte de l'éducation nationale, il faut pêcher dans ce vivier-là. Je suis d'accord. Mais nous sommes aussi d'accord que jusqu'à aujourd'hui, le recrutement des étudiants de l'ISEC est souvent très mal fait. Très mal fait. Si vous envoyez des bacheliers qui ont à peine 10 de moyenne, si vous envoyez des bacheliers qui à peine arrivent à formuler des phrases, parfois qui ne sont même pas admis au bac, même s'ils font 10 ans de formation pédagogique, même s'ils font 10 ans de formation pédagogique, ils ne peuvent pas rendre. Oui, parce que le bagage académique, n'est pas là. Les ENI et l'ISEC plus dynamiques, plus performants pour que ce soit automatiquement... Parce qu'il y a des sortants de l'ISEC. Alors là, si on dit qu'il y a des étudiants à ISEC qui ne savent même pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas... Non, on ne dit pas c'est vrai. Qui ne peuvent même pas construire une phrase. C'est vrai. Nous donnons raison au Premier ministre d'investir à la base. À la base, effectivement. Donc, voilà. Il faut investir à la base. En sacrifiant Monsieur les autres. Ali, non, c'est lui qui est déjà sacrifié. Comment lui ramener? Il y a une possibilité. Mais quand on est déjà sacrifié, on doit le laisser. Non, ok, écoutez. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, le savoir ne finit jamais. Aujourd'hui, tu as perdu les notions. Mais quelques années plus tard, tu peux revenir à l'école et apprendre. Mais si tu perds la base, où est-ce que tu peux aller pour retrouver cette base? Oui, mais madame, le problème c'est que la base, les voilà, enseignants, en fait, nous sommes en manque. Écoutez, il faut la base. Il est difficile aujourd'hui de prendre quelqu'un qui n'a que 10 de moyenne, 12 de moyenne, tu l'envoies à l'ENI. Il finit d'étudier à l'ENI, il sort. Maintenant, les conditions de vie que vous les proposez en tant qu'enseignant, ça ne va pas. Comment est-ce qu'il peut avoir? Mais s'il n'a même pas le niveau. Moi, je me dis qu'il faut essayer de rehausser le niveau de vie des enseignants avant de créer d'autres choses. Détruire cette base que vous voulez construire. Donc, il faut aller sur tous les Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut attaquer tout en même temps. C'est la question qu'on a posée au début. Vous savez, il faudrait... Oui, monsieur. Moi, c'est en cela qu'il faut bien analyser ce discours. Moi, je pense bien que le Premier ministre il a une raison fondamentale. La raison, elle est très claire. C'est-à-dire, le budget qu'on veut allouer réellement à l'éducation fondamentale, moi, je pense bien que ce n'est pas seulement dans le cadre de la construction des infrastructures. Ça y va réellement, non seulement dans la formation des enseignants. Il l'a dit aussi dans le discours. Voilà. Donc, c'est tout un système. Je vais vous poser une question. Si aujourd'hui, on doit réduire le budget de l'ISEC pour consacrer cela à l'enseignement préuniversitaire, vous êtes d'accord? Ce n'est pas le budget de l'ISEC. Ça veut dire quoi? Si l'enseignement supérieur n'est plus une priorité, ça veut dire qu'une institution d'enseignement supérieur n'est plus une priorité. Mais cela ne veut pas dire qu'on va réduire le budget de l'ISEC. Ça ne suffit pas à la base. On est obligé de réduire. Non, c'est pas... Si des 20%, on doit consacrer plus de 15% à la base. Ça veut dire que ce qu'on donnera à l'ISEC ne suffira pas. Non, ce n'est pas à l'ISEC seulement. Je prends l'exemple de l'ISEC parce que vous êtes de l'ISEC. L'ISEC relève... C'est la même chose à Somphonia, c'est la même chose à Gamal aujourd'hui. L'ISEC ne veut rien lâcher. Aujourd'hui, il faut retenir qu'il y a des universités. Il y a des universités qui n'ont pas pu postuler à l'accréditation parce qu'ils n'ont pas de fonds. C'est notre problème. Ils n'ont pas de fonds. C'est des fonds. Non, certainement, ils ont eu des fonds et que les fonds n'ont pas été orientés. Donc les fonds étaient détournés alors. Appelez un chat. Monsieur Ali, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut construire une maison sans le soubassement? Non, on ne peut pas construire ça, mais ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut embellir la toiture alors que le soubassement est dans l'eau? Oui, mais si la toiture existe déjà, il faut s'efforcer à... Et le soubassement? Il faut aller en même temps, madame. Moi, je pense qu'il faut aller en même temps. Vous voulez que l'enseignement supérieur s'arrête? Non. Que toutes les promotions... Il est vrai que si la maison est terminée, il n'y a pas de toiture, on ne peut pas y habiter aussi. Oui, mais s'il y a la toiture, les murs, mais si le soubassement n'est pas bon, est-ce que la maison moi j'ai compris le raisonnement. On va sacrifier les cadres, les futurs cadres, ils vont venir encore pourrir la base. Et puis on va repartir. Et même s'il vous plaît, avec l'ENI, il faut trier ceux dont les gens qu'on doit orienter à l'ENI. Il ne faut pas aller chercher des enfants de la 7e, 8e année ou la 10e année, les envoyer à l'ENI. Ou bien des gens qui ont abandonné l'école, les paresseux de l'école pour les On va arrêter ce débat, vous pouvez continuer. Être et savoir. Espace. Il est avec nous, il est en studio, c'est le professeur Kabinet Oulare, il est le secrétaire exécutif de l'ANAQ, l'Agence nationale d'assurance qualité.
une agence affiliée, enfin une agence sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. M. Valli en a parlé. Effectivement, tutelle administrative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, et technique. Et technique, financièrement. Je vous ai dit que quand le professeur sera là, vous allez dire ce qu'il souhaite. On va parler parce que le professeur est là avec nous, on lui posera toutes les questions. Mais ça fait déjà 3 semaines qu'on parle de l'ANAQ et de ses résultats. Rien que la semaine, enfin hier dans l'émission d'hier, on a appelé des responsables d'université. Vous les avez écoutés. On a le rapport de l'ANAQ, on a les différents résultats et on s'était aisément rendu compte que les privés on fait on fait mieux que les institutions d'enseignement supérieur public. Quels que soient les arguments qui vont être annoncés par M. Alpha, par exemple. C'est ce qui est la réalité. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Bienvenue donc. Voilà. Alors, avec vous, nous voudrons apprendre d'abord qu'est-ce que c'est que l'ANAQ. L'ANAQ, c'est l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. D'accord. Autrement dit, c'est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle technique du ministère de l'Enseignement supérieur et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. D'accord. Et dans son portefeuille, l'ANAQ couvre les 3 sous-systèmes de l'éducation, à savoir l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et la formation professionnelle et la recherche scientifique. D'accord. Et donc, en tant qu'établissement public, l'ANAQ a un conseil d'administration, un conseil scientifique et a son personnel propre et qui est recruté sur la base d'appel à candidature. D'accord. Donc, à peu près, c'est ça l'ANAQ. D'accord. Cette année, c'est la 2e fois que vous évaluez les différents programmes des différentes universités. Ça a démarré en 2019. En 2018-2019, nous avons procédé à nos évaluations pilotes. Et là, c'est grâce à l'appui du projet BO16 et avec l'accompagnement de la Banque mondiale, nous avons obtenu les ressources nécessaires pour faire venir les experts. Parce qu'à l'époque, à la création de l'ANAQ, on n'avait pas nos ressources, nous n'avons pas de subvention. Donc, le projet BO16 nous a épaulés pour faire venir les experts de la sous-région. D'accord. Ainsi, il y a eu 11 programmes candidats qui ont candidaté pour leur accréditation et les résultats, c'était 5 qui ont pu être accrédités. D'accord. 5 sur 11, ça c'était en 2018-2019. Voilà. Sauf que ce sont les résultats de 2020 qui font jager. Et là, je vais donner la parole par exemple à M. Valli, d'aller sur la question directement, M. Valli. Effectivement, les résultats de 2020-2021 font jaser plus d'un. Monsieur le professeur, moi je vais lui poser une question. Allez-y. Et monsieur le professeur, vous allez m'excuser, mais je vais aller dans le fond du débat en même temps. Pourquoi est-ce que les universités, surtout publiques, rechignent-elles à soumettre leur programme à accréditation, à analyse pour accréditation? Bien. Alors, nous avons publié nos premiers résultats, nous n'avons pas procédé à une analyse de tout le processus. D'accord. Nous sommes en train d'élaborer un rapport final pour essayer d'approfondir la réflexion sur les tenants et aboutissants de l'évaluation. Parce qu'il n'y a pas à se précipiter à produire des éléments de langage qui ne reflètent pas la réalité. C'est pourquoi, après la publication des résultats, la réaction des uns et des autres, nous sommes en train, à froid, d'élaborer un rapport d'évaluation que nous allons remettre à l'autorité afin de former encore plus le public sur tous les enjeux de cette évaluation. Oui. Donc, et que des gens ne soient pas contents d'une évaluation, mais c'est tout à fait normal. On va à une évaluation, soit pour réussir ou ne pas réussir. D'accord. Donc, que des gens n'aient pas réussi, c'est la moindre des choses. Parce que les critères sont préétablis et les conditions de participation sont également connues de tous. Et en participant, et le principe de l'évaluation, c'est que c'est une évaluation par les pairs. Autrement dit, c'est des enseignants du domaine qui vont évaluer le domaine, le programme. Non, pas d'autres enseignants. On évalue les programmes, on n'évalue pas les enseignants. Donc, ce sont des enseignants qui ont évalué des programmes. Donc mais des enseignants qui sont venus d'ailleurs. Oui, mais monsieur le professeur. Oui, des enseignants. Et cette année, pour cette évaluation, il y a eu 68 enseignants. On a fait 68 experts. Experts qui ont procéder aux évaluations. Qui sont venus d'ailleurs? Non. Les 68, il y a 59 qui sont des Guinéens.
59 qui sont des Guinéens. D'accord. Les autres, il y a 6 Sénégalais, et je crois 3 Marocains, et un Français. Oui. Donc, il y a quelques étrangers. Mais l'essentiel, ce sont les Guinéens qui ont procédé à cette évaluation. D'accord. Donc, et ce sont des enseignants pour la plupart. Il y a parmi les experts également des professionnels. Donc, des journalistes qui font que le journalisme, et des professionnels, des magistrats et autres qui participent, qui ne sont pas des enseignants dans les salles de classe. Professeur, on a remarqué que des universités, et pas les moindres, les grandes universités, les premières universités, Gamal par exemple, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ou l'université Julius Nyerere de Cancan, l'université de l'Abbé ou même l'ISEG de Lambagny sont des universités que vous avez classées dans le cadre de l'abandon. Ils ont abandonné le processus. Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut leur demander. D'accord, ce qui est arrivé. À votre avis, parce que... Non, nous on constate. D'accord. Nous sommes des évaluateurs. Nous lançons un appel à candidature pour que les gens manifestent leur intérêt à participer à l'évaluation. Ceux qui sont intéressés font acte de candidature, déposent un dossier qui est examiné par nous. Et lorsque le dossier répond, notamment il y a 2 critères fondamentaux qui sont pris en compte lorsque nous lançons notre appel à candidature, c'est que le programme à évaluer doit avoir sorti une promotion de diplômés. D'accord. Ça, c'est le premier critère. Et deuxième critère, et le fondamental aussi, c'est que le programme doit être autorisé par un acte officiel de l'autorité du ministre, soit de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, la formation professionnelle. Ce sont les 2 principaux critères. Alors, lorsque une institution candidate, nous mettons et nous validons la candidature, nous notifions à l'institution que votre candidature a été acceptée. À partir de ce moment, vous êtes dans notre base de données. D'accord. C'est-à-dire que le top départ est donné, que vous arrêtez ou que vous continuez, nous on considère que vous êtes déjà dans notre chaîne d'évaluation. Donc ces universités-là devraient savoir, devraient dire pourquoi elles ont abandonné. Et nous on a constaté qu'à la fin du processus, autrement dit, et en ce qui les concerne, la fin du processus, c'est le dépôt du rapport d'auto-évaluation. D'accord. Lorsque vous déposez ce rapport d'auto-évaluation, le processus se poursuit par l'évaluation externe. D'accord. Donc, si vous ne déposez pas le rapport d'auto-évaluation, on considère que vous avez abandonné. D'accord. Monsieur Cheikh. Professeur, ce que je veux savoir, les 59 experts guinéens, ils ont été recrutés sur quelle base? Demande d'appel d'offres ou bien on les a choisis? Non. Et ça fait, il y a les 2. Parce que je suis l'ami du professeur. Non, surtout pas. Parce qu'en même temps, il y a des universités qui l'ont évoqué. Vous voyez, chacun est libre de... Comment ça s'est passé? Et chacun a son argument pour expliquer à son public et voilà les causes de l'échec. Voilà ce qui s'est passé. Selon nous, notre manuel de procédure, on recrute les experts sur base de dossiers. On fait un appel à candidature que l'on diffuse dans la presse. D'accord. Et on a les preuves sur Internet, sur le journal d'appel d'offres de Guinée, partout. On affiche dans les universités l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, tous ceux qui sont intéressés, et puis on fait du bouche à oreille aussi. Parce que ça marche aussi dans notre pays. Donc, c'est pour élargir l'information. Tous ceux qui sont intéressés postulent et c'était en ligne. Mais donc, il faut qu'ils postulent. Il faut qu'ils postulent. D'accord. Et autrement dit, vous faites acte de candidature en envoyant votre CV en disant oui, je suis intéressé à être expert de l'ANAC. D'accord. Donc, c'est sur cette base, si le dossier répond, par exemple, pour être recruté dans la catégorie des professionnels, il faut avoir au moins le master. Dans la catégorie des professionnels. Pour être recruté dans la catégorie des académiques, il faut avoir le doctorat. Le doctorat, d'accord. C'est les 2 critères fondamentaux. Et puis, ensuite, il faut avoir une probité morale. Enfin, il ne faut pas qu'on te reproche quelque chose. Il ne faut pas qu'on chasse que vous traînez des casseroles, évidemment. Dans les universités, peut-être. Oui. Alors, ma deuxième question est, lors de l'évaluation, les points sur lesquels vous vous êtes basé pour faire les évaluations, est-ce que les universités étaient déjà au courant que c'était sur ces points? Et l'évaluation, c'était par rapport à la forme du programme ou au fond du programme? Bien, nous avons des référentiels. Le référentiel d'évaluation se trouve sur notre site que vous pouvez visiter, anac.edu. Tout le monde, vous avez accès et nous vous invitons à accéder et à consommer et sans retenue toutes les informations qui sont là.
Donc, les universités produisent le savoir. Oui. On les a appelés, lorsqu'elles ont candidaté, c'est le référentiel sur lequel vous serez évalué. On leur a donné la copie électronique, la version papier, et on a fait des formations. On les a invités à des formations pour leur indiquer comment s'y prendre. Et puis, après cette formation, on est allé encore les rendre visite. Toutes ces universités, on est passé dans chacune des universités pour nous enquérir de l'évolution des travaux de rédaction. Parce qu'il s'agit de rédiger un rapport d'auto-évaluation. D'accord. Donc, on les a appuyés non seulement en amont, en les formant, mais également on est passé dans toutes ces universités jusqu'à Zérékoré pour leur demander quelles sont les difficultés que vous avez. On échange sur les problèmes et on essaie de leur donner plus d'informations afin de les mieux armer pour pouvoir répondre à nos référentiels. D'accord. Monsieur Alpha, professeur, d'accord. Oui. D'accord, monsieur Valli, allez-y. Voilà, allez-y, monsieur Valli. Voilà, je sais que ma deuxième question va ouvrir le débat avec monsieur Alpha. On a remarqué que la soumission à candidature pour des dossiers à l'ANAC n'était pas contraignante. C'est pas obligatoire. Pour les programmes, voilà. oui. C'est un élément. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de contestations sur la qualité de l'évaluation et sur les évaluateurs. Et c'est la qualité surtout des évaluateurs. Et ce qui m'amène à une question. Quelle est la crédibilité qu'il faut donner à l'ANAC et à ses évaluations? Parce qu'en même temps, il y a des universités qui se fichent complètement des résultats de l'ANAC. Hein. Oui. Et dès que tu leur dis l'ANAC, vous avez l'ANAC de toutes les façons. Oui, c'est comme ça. Quel crédit on peut accorder aujourd'hui à vos d'abord, notre indépendance, notre autonomie, on n'est sous aucune influence. D'accord. Et nous comptons sur l'expertise de nos ressources humaines. Ce sont les enseignants de nos universités qui ont évalué les programmes de nos universités. Justement, à ce point. Mais attendez, s'il vous plaît. Oui. Donc, quel crédit on peut accorder si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous-mêmes? Moi, je pense que si on met les Guinéens dans certaines conditions, le Guinéen peut produire. Oui, c'est là où je voulais poser une question. Parce qu'il y a quand même des secteurs où on n'en a pas beaucoup, des évaluateurs d'un certain niveau. Quand je prends par exemple le cas de professeur Selou à l'ISEC, par exemple, en évaluation, s'il n'est pas le seul, il fait parmi, et ils sont rares en Guinée quand même, qu'il ne se retrouve pas parmi les évaluateurs. Est-ce qu'il y a une explication? Oui, il y a une explication. Il faut juste candidater. Mais si vous candidatez, le professeur Selou, c'est un éminent enseignant. Oui, mais s'il ne candidate pas, si ça ne l'intéresse pas, s'il vous plaît, si ça ne l'intéresse pas, comment on fait? On oblige les gens à venir? Non, on se dit par exemple, peut-être qu'il pouvait y avoir une politique d'incitation et de motivation de ces enseignants. Nous avons... À un certain niveau, on ne peut plus attendre des personnalités de votre genre, des professeurs, qui viennent encore avec des documents pour vous. On sait qu'ils sont seuls dans leur domaine. On essaie de les motiver peut-être. À l'ANAC, nous créons les conditions que je peux dire idéales, avec assez de réserve, idéales pour nos experts. Lorsque les experts sont recrutés, formés et déployés dans nos institutions, on leur donne une prime des honoraires équivalent à 10 millions de nos francs. Okay. Pour un programme évalué, vous avez 10 millions de francs. D'accord. Je pense que, quand même, pour quelque chose, un travail intellectuel, je pense que là, on n'a pas à baisser la tête. D'accord, monsieur Alpha. S'il vous plaît, c'est pas ça seulement. Deuxièmement, nous prenons en charge les frais de transport. Partout où ils sont déployés, nous supportons tous les frais, on les amène là-bas et dans les très bonnes conditions. D'accord. Ils sont logés dans les meilleurs hôtels possibles. On leur assure même l'assurance. Ils sont assurés. Pendant toute la durée de la période d'évaluation, ces experts sont assurés. D'accord. Donc, je ne sais pas. Mais si quelqu'un ne candidate pas, je suis désolé, il n'y a pas qu'un seul Guinéen. Mais voilà. Mais il y a des domaines, il n'y a qu'un seul Guinéen. S'il n'y en a pas, on cherche, justement. Non, s'il vous plaît. Parce que nous, on cherche, on fait un appel à candidature. Oui. On informe de bouche à oreille, mais qu'est-ce qu'on peut en plus? Si vous informez publiquement, vous faites des annonces dans les universités, vous annoncez comme ça, et puis quelqu'un ne candidate pas, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être les motiver un peu plus. Non, là, je n'ai pas ce moyen d'aller au-delà. Malheureusement, on va manquer de temps. Donc, professeur, moi je pense que les questions que je devais poser, une bonne partie a été répondue.
Et ma question principale, c'est par rapport à la caution. Ces institutions d'enseignement supérieur qui candidatent, est-ce qu'ils ont une caution à déposer au compte de l'ANAQ, ou bien s'il n'y a pas de caution? Si. Et si la caution y est, la valeur est estimée à combien par rapport à un programme? Pour l'évaluation d'un programme, lorsque vous candidatez, c'est 15 millions de francs pour l'accréditation. Les 15 millions de francs sont calculés de cette façon. Selon notre manuel de procédure, pour évaluer un programme, il faut 3 personnes. Et comme nous donnons 10 millions par expert, ce qui fait qu'on demande au programme 15 millions et nous prenons les 15 autres millions. Et tous les autres frais de déplacement, les autres détails que je viens de citer sont pris par l'ANAQ. Donc les 15 millions sont des coûts partagés. Pourquoi on veut partager les coûts? Parce qu'on doit tenir dans la durée. Lorsque les choses sont gratuites, les gens n'y prennent pas de considération. Alors, mais lorsque vous prenez 15 millions de vos francs, vous les mettez pour vous faire accréditer, vous saurez quelle est la valeur de cette accréditation. Mais si les gens devaient juste faire, et que c'est l'État qui supporte, d'ailleurs l'État ne pourrait pas supporter tous ces frais. Donc nous aussi, nous avons obligation de contribuer à couvrir une partie de notre budget en faisant recours à ces recettes que l'on peut dire des recettes internes. D'accord. Qu'est-ce qui a manqué aux différents programmes? Qu'est-ce qui a manqué aux différents programmes pour ne pas être accrédité? Qu'est-ce que vous avez constaté? Si on peut dire en français facile, excusez-moi, en français facile, quel est le mal commun des différentes universités qui ont réussi à... Il y a les difficultés liées aux éléments de preuve. D'accord. Les éléments de preuve, et par exemple, c'est aussi simple. Lorsqu'on dit une des qualités, un des standards de qualité d'évaluation d'un programme chez nous, c'est que le programme doit être régulièrement dispensé. Un programme qui est dispensé cette année, l'année prochaine, on ferme, ensuite on rouvre, etc. Ça, ce n'est pas un programme de qualité. C'est ce qui arrive dans nos universités. Bon, donc, je constate avec vous. Non, c'est le standard tel qu'est décrit, la qualité d'un programme. Oui, mais là, la question que je vous pose, c'est quel est le mal commun à ce programme pour ne pas être accrédité? Non, il y avait quand même 85 au départ, je pense, 85, 87. Et moins de 80 ont été... 71 ont participé effectivement à l'évaluation. C'est-à-dire que c'est le nombre de standards. Il y a 22 standards qui ont été appliqués. Et j'ai entendu dans une de vos émissions, 12. C'était pas 12, c'est les 22 standards qui ont été appliqués. Et tous les programmes devaient répondre à tous les standards en question. D'accord. Donc, il y en a qui ont atteint un standard, il y en a qui n'ont pas atteint d'autres standards. Donc là, on n'a pas encore, comme je l'ai dit, fait notre rapport final. Il y a des rapports pour chaque programme. Ce qu'on lui reproche, c'est indiqué. Mais dans l'ensemble, nous n'avons pas fini notre analyse globale pour indiquer globalement ce qu'il faut. Mais d'une façon générale... Est-ce que vous comprenez dans ce cas que la Guinée ne figure pas, que la Guinée n'ait aucune université parmi les 200 meilleures universités africaines? On est loin du compte. Très loin. S'il vous plaît. On est très loin du compte. Le président lui-même a annoncé que l'éducation est malade. Vous pensez que c'est un mot... On a pensé que c'est un mot politique. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et dans votre débat tout à l'heure, lorsque le Premier ministre dit que la priorité des priorités, c'est l'éducation de base, mais c'est la vérité. Mais le fait que à l'enseignement de base, pour qu'il y ait un enseignement de base, il faudrait que ces gens soient formés par des gens. Et ils sont formés où? À l'enseignement supérieur. Donc, c'est un système. De toutes les façons, il y a des allocations que l'on fait en fonction des priorités C'est vrai que lorsque la base n'est pas bonne, et il va sans dire que ça va se réagir sur l'ensemble du système. Donc, quelque part, l'éducation est malade et notre système a besoin de thérapie, mais on ne pourra pas être au rendez-vous du développement si les ressources humaines ne sont pas prises en compte. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, question M. Alpha, ma deuxième question, on va aller rapidement, on n'a plus que 2 minutes. J'ai constaté qu'il y a l'ANAQ au Sénégal, il y a l'ANAQ au Maroc. Et les universités qui n'ont pas pu atteindre réellement tous les objectifs de cette évaluation, après le rapport, est-ce qu'il y aura quelque chose derrière ces universités?
Bon, ça c'est... Chacun joue son rôle. Nous sommes une agence d'évaluation. La ligne politique, la vision, ça c'est le ministère qui détermine, qui va... Qu'est-ce que vous allez recommander dans ce cas? C'est au ministère que nous allons recommander. Ce n'est pas par voie publique. Non. De toutes les façons, vous-même vous avez constaté qu'il y en a qui participent, il y en a qui disent non, c'est pas notre affaire. Donc quelque part, il serait logique d'aller dans ce sens, faire en sorte que que les gens se soumettent à l'accréditation. Et le secrétaire général de notre ministère l'a dit que la voie incontournable, c'est passer par l'évaluation. Monsieur Valli. D'ailleurs, il est en train de répondre à la question que je vous posais. Monsieur Cheikh Tasca a posé votre question. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs pour que ce soit contraignant? Parce que à quoi bon évaluer des gens qui ne veulent pas évaluer? Il ne le dira pas, il a dit. Il ne le dira pas. Non, c'est parce qu'à chaque... il faut savoir dire les choses quand il faut le dire. Effectivement. Donc nous allons constater et nous allons, parce que une de nos missions, c'est de conseiller les ministres en question, enseignement supérieur, enseignement technique, et de leur faire des propositions de stratégie d'amélioration de la qualité. Alors, si cette amélioration passe par des mesures fortes, il faut les engager pour sortir notre éducation de l'ornière. C'est la fin, M. Cheikh. Personne ne pourra plus poser de questions. Je voulais juste savoir si l'ANAC veut augmenter son effectif. Il n'y aura pas d'effectif. Si, nous allons lancer cette année un appel à candidature pour des experts. Nous allons diffuser ça encore partout et nous allons compléter notre registre des experts. Parce que chaque année, on renouvelle les experts et on renforce l'équipe qui est en place. J'aurais bien aimé continuer cette émission avec vous parce que j'ai trop bon. Mais peut-être, pourquoi ne pas vous réinviter ici après le rapport final, après que vous ayez une idée précise avec les universités pour en parler plus. Il n'y a même plus le temps de vous remercier. Merci en tout cas à vous, professeurs, d'être passés parce qu'une école sous-développée est une école contrôlée par des gens qui se moquent bien de l'éducation. Alors travaillons à ce que la nôtre ne soit pas une vérité qui nous mente. On se retrouve donc la semaine prochaine dans cette même émission. Être et savoir, c'est la fin pour cette semaine. Au revoir. Être et savoir.